Salut, ici Valérie Baudouin. Nous sommes déjà au 5e épisode de cette 3e saison et jusqu'à maintenant, on a parlé des tarifs et du 51e État, des tech bros, des enjeux de l'immigration et de l'extrême droite. Toutes des thématiques clairement en lien avec la particularité de cette présidence Trump 2.0 qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus dans l'offensive et avec encore moins de filtres que la première. Le sujet qui n'a pas été abordé dans ce balado, ce sont les attaques envers les minorités, envers les femmes, envers les personnes LGBTQ+, et j'en passe. On n'a qu'à penser à la hache qui a été mise dans les politiques d'équité, diversité et inclusion, aux fameux emplois de personnes noires, donc les black jobs que les immigrants volent, à la collision entre un avion et un hélicoptère qui aurait pu être causée, oui, en raison du genre et de la couleur de la peau de la personne aux commandes. J'ai bien sûr aussi en tête les attaques sur les identités de genre, sur les personnes trans dans le sport, dans l'armée, les toilettes non genrées, les shows de drag queen et j'en passe. Assistons-nous à un recul chez nos voisins, un recul qui pourrait émigrer jusqu'ici ou qui sait, est déjà présent. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. With this executive order, the war on women's sports is over. Are you saying race or gender played a role in this tragedy? It may have. I don't know. Incompetence might have played a role. We'll let you know that. We want the best people at air traffic control. The era of DEI is gone at the Defense Department. I am the least racist person in this room. Des extraits qui me font réagir. Je vois votre langage non-verbal. Je présente donc mes invités. Vanessa Dessiné, tu es journaliste, tu es chroniqueuse aussi dans différents médias. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi pour l'invitation. Christine Marleau, tu es actrice, tu es animatrice radio, animatrice d'événements aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi. Je sais que c'est chargé. Là, dans mon introduction, je vous ai mis tellement de sujets à aborder. On va faire notre possible. Je sais que vous êtes deux femmes, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que je me trompe pas. Deux femmes d'opinion qui ont le goût aussi d'aborder plusieurs sujets, qui sont impliquées. Alors, c'est vraiment ça que je veux. Je veux qu'on se sente trois filles à la table avec un verre de vin, une tisane, là, si vous voulez décompresser avec tout ce qu'on va dire. Un vodka. Vodka soda. Ben écoute, drink de choix, je te laisse le sourpuss pour tout le monde. C'est ma tournée. Non, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je pourrais pas continuer le balado jusqu'à la toute fin. Verre de vin, est-ce que c'est correct? Oui, on peut faire ça. Vous m'acceptez si je prends un verre de vin? Bon, ben parfait. Alors, on imagine notre verre de vin parce qu'on enregistre ça assez tôt le matin. Je vous confirme qu'on n'en a pas en ce moment. Donc, je l'ai dit hors d'onde, je veux qu'on échange sur peu importe ce qu'on aborde ici. J'ai une grande question très large et j'aime commencer le balado toujours avec une espèce de question de perception sur le climat actuel. Bien sûr, par rapport aux États-Unis, parce que le balado, c'est Miss America, mais on va aussi parler de ce qui se passe ici au Québec, au Canada en général. Mais comment vous trouvez le climat actuel? Vanessa, je commence avec toi. Ah, mon Dieu, le climat actuel, je le trouve extrêmement anxiogène. Je le trouve stressant, angoissant. Il y a des airs de dystopie, en fait, dans le climat politique actuel. Et ce qui me stresse le plus, c'est que ce n'est pas limité aux États-Unis. C'est comme si les États-Unis étaient en train de sombrer puis qu'ils ne voulaient pas sombrer seuls. Ils sont en train d'entraîner le reste de la planète avec eux. Je trouve qu'en ce moment, on assiste à un appauvrissement, pas juste financier de la population, mais intellectuel. C'est un gouvernement qui est profondément anti-intellectualisme, qui simplifie les enjeux à outrance, qui a déclaré la guerre aux universités, aux institutions, aux derniers garde-fous, en fait, chargés de protéger... Aux médias. Aux médias, tout à fait, qui est souvent la source d'éducation pour une grande majorité de citoyens, une fois en dehors du circuit académique. Et donc, on assiste au démantèlement total des derniers garde-fous chargés de protéger les droits et libertés des citoyens américains, en particulier ceux des personnes les plus vulnérables. Et encore une fois, moi, j'ai peur d'un effet domino qui va s'étendre aux autres démocraties occidentales. Christine? C'est exactement ça, surtout la partie anxiogène. Moi, ce qui me fait le plus peur dans toute cette montée, c'est vraiment la montée du fascisme. C'est la façon que je le vois. Mais c'est que ça rappelle tellement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Puis c'est exactement comme tu as dit, la guerre contre les universités, contre l'éducation, contre les façons de voir les choses et tout. Et ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur parce que c'est rendu qu'on est en train d'argumenter
sur des choses qu'on sait déjà, qui ont été établies. Exact. Mais- C'est pas juste être conservateur, on régresse. C'est pas Ouais. du tout la même chose. Oui. Souvent, on va dire que le contraire de progressiste, c'est conservateur. Non, conservateur, c'est le statu quo, on n'avance pas. Le contraire de progressiste, c'est régressiste. Et c'est ça qui se passe avec l'administration américaine actuelle, c'est qu'elle démantèle des choses qu'on prenait pour acquis, des choses pour lesquelles on s'est battu, des choses qui font consensus au niveau de la science également. Tout ça pour des raisons idéologiques. Et moi, j'ai peur de cette espèce d'intégrisme chrétien aussi qui s'invite dans Oui, la place politique. de la religion est tellement... C'est ça que les gens réalisent pas. Je suis contente Voyons. que tu dises ça, parce que la place de la religion, j'essaie toujours de le répéter, c'est pas comme ici. On Non. n'a pas la même Non. relation. C'est comme si ça encadrait toute la société. C'est pas pour rien qu'ils terminent leur discours. Tu sais, il est supposé avoir une séparation entre l'Église et le à fait. politique. On la voit pas. C'est toujours... In God we trust. In God we trust. God bless America. Là. Ouais, Ouais. c'est vraiment la comme Bible pour le serment. Là, je sais qu'il y a d'autres options aussi, mais quand même, on peut prêter serment sur la Constitution également. Mais il reste que c'est cette idée-là d'un pouvoir suprême divin dont Donald Trump se réclame maintenant comme s'il était le roi soleil, tu sais. Oui, le sauveur, c'est le Messie. Moi, je Dieu, c'est l'entends, moi, ça c'est l'envoyé. m'intéresse. Oui. Ouais. Ouais. Et Christine, est-ce que tu trouves que justement, il y avait des avancées? La société a beaucoup de défauts. Là. Il y a plein de Ouais. choses qui ne sont pas parfaites encore, mais j'ai l'impression qu'on avait avancé dans une certaine direction de tolérance et que là, tu parlais de régresser, mais ce recul-là, est-ce que tu le sens toi aussi? Est-ce que tu le sens ici, un recul? Ouais, 100%. Puis quand j'y pense, c'est comme récemment, je regardais une entrevue de RuPaul. Puis dans l'entrevue, il disait que la société, faut pas penser qu'une fois qu'on avance, on avance pour le bon. C'est toujours un retour en arrière, retour en avant, retour en arrière. Et à travers les époques, on l'a vu. Que ce soit dans les années 70, après les années 80, les années 2000, un peu de... Le 11 septembre. voilà Ça a aussi. été l'occasion de suspendre les droits et libertés de nombreux citoyens. Et ça il y a eu un impact sur nous aussi. Notre façon de voyager a changé. Et voilà, c'est vraiment... exactement, ça n'arrête pas. Il y a toujours des changements et de nouvelles avancées, mais aussi de nouvelles régressions, comme tu as dit tout à l'heure. Puis je pense que oui, surtout au Québec ou dans le monde en général, avec tout ce qu'on avait en termes de sensibilisation, l'information emmène la sensibilisation, mais ça emmène aussi une hyper-exposition. Ouais. Oui. Puis je pense que dans ma communauté à moi, c'est vraiment ça. On était super tous contents et contentes de pouvoir avoir certains rôles dans la société, certaines ouvertures d'opportunités et tout. Mais c'est venu aussi avec une loupe vraiment placée sur les communautés. Ouais, Mais tu m'ouvres une porte parce que je voulais parler de l'importance des modèles. Tu es Ouais. une femme trans, je trouvais ça important que tu viennes ici au balado pour qu'on entende aussi ta voix parce que là, il y a plusieurs voix qui s'élèvent, mais vraiment de sentir quelqu'un qui est concerné. Peut-être que toi-même, je sais pas, est-ce que je veux pas, je sais que tu peux pas parler au nom de toutes les Ouais. personnes trans, c'est pas ça le but aujourd'hui, mais est-ce que cette peur de l'autre, j'ai l'impression que c'est une peur. Il y a beaucoup de gens qui réagissent difficilement parce que c'est comme des peurs. Là. Ouais. C'est comme s'il y avait peur de c'est quoi une personne trans, c'est quoi quelqu'un Exactement. LGBTQ+. On le voit beaucoup aux États-Unis dans le discours. Est-ce que tu le sens toi aussi ici ou tu sens qu'il y a beaucoup plus de tolérance? C'est ton expérience à toi là, qui m'intéresse. De mon expérience à moi, je dois avouer que j'ai été plutôt chanceuse. Je pense que j'ai été capable de, pardon l'anglicisme, mais de genre work around, de travailler autour de beaucoup d'environnements où non seulement j'ai pu avoir d'opportunités qui m'ont emmené à une certaine diversité, j'ai jamais vraiment été dans les écocentres où c'était seulement des personnes trans. J'ai beaucoup d'amis trans, beaucoup d'amis queer, mais j'ai aussi beaucoup de collègues, d'amis dans l'industrie où je travaille qui sont hétérosexuels, qui sont de races différentes, d'origines différentes et tout. Donc, je pense que au Québec, on a un certain niveau d'acceptation, mais je pense que c'est beaucoup plus social qu'au niveau médiatique. Ouais, sa façon. Intéressant, Ah ouais. ça. Ouais, je pense Oui, que. si ouais. tu peux développer là-dessus, ça m'intéresse cet angle-là. Ben, moi, je sais, par exemple, encore une fois, les opportunités que j'ai eues, j'ai été très chanceuse. C'est pas donné à tout le monde que sa première série, son premier rôle, ce soit une série. Oui, parce que je disais que tu étais actrice Ouais, tout à l'heure. exactement, Oui. ouais. Mon premier rôle, ça a été une série, puis j'ai eu beaucoup de chance. Puis la créatrice de la série, Kathleen Rouleau, m'avait expliqué que, oui, c'est à propos d'Antoine, pour ceux qui se demandent. Puis, oui, l'histoire est basée sur une histoire vraie, mais mon personnage, elle l'a inventé. Simplement parce qu'avec toute l'information qu'elle voyait dans les médias, elle se rendait compte qu'il faudrait bien que ces gens soient représentés à la télévision, que ce soit de manière dans un rôle, que ce soit juste en passage, mais elle s'est dit, faudrait bien qu'on les voit, c'est des gens qu'on voit dans la vie de tous les jours, on s'en rend pas compte, c'est ça le truc, c'est que les gens, ils ont une vision des personnes trans que tu les vois dans la rue, tu les remarques comme ça, tu les reconnais facilement. C'est pas toujours le cas.
moi, dans ma vie de tous les jours, je passe, il n'y a pas de double turn, de retour de regard, est-ce que c'est un gars, est-ce que c'est une fille, c'est pas la même réalité pour tout le monde. Il y a des gens qui le vivent beaucoup plus difficilement. Puis comme je l'ai dit encore une fois, c'est vraiment, on n'est pas un monolithe où je peux représenter la voix de tout le monde. C'est qu'on a tous des opinions, mais des expériences aussi au Québec différentes. Mais moi, personnellement, je suis contente. J'ai été chanceuse. Ouais. Mais tant mieux d'avoir... Il faut des histoires positives Oui, pour aussi. montrer que, justement, il y a des gens qui ont peur peut-être de dire, moi, je suis une personne trans parce que je vois tout ce qui se passe comme attaque. Mais il y a des expériences. Chacun, bien sûr, a son histoire et son milieu. Bien, on sait quand même que les acquis sont fragiles. Je pense que c'est Simone de Beauvoir qui disait qu'il suffisait d'une crise politique là, pour qu'on perde tous nos droits. Et j'aime beaucoup le point que tu amènes au sujet des médias qui, parfois, vont ralentir le groupe parce que c'est quelque chose que moi aussi, je vois et je vis comme femme racisée. Les gens, ils viennent dans la rue, ils me rencontrent et me disent « Hey, merci de faire le travail que vous faites d'éducation. Là, le racisme systémique, c'est pas facile, on comprend. » Puis je me rends compte que les gens dans la vie de tous les jours sont dans des milieux, à Montréal, en tout cas, évidemment, je parle de ma réalité de montréalaise, côtoient la diversité, sont dans des milieux hétérogènes comme toi, où il y a de la mixité sociale, alors que dans les médias et au sein de la classe politique québécoise, au sein de la classe à faire une certaine portion, c'est très homogène. Les médias ne sont pas représentatifs de la diversité de la population et c'est eux qui sont souvent réfractaires au changement. On va complètement s'énerver devant la possibilité de faire des formations sur la diversité pour parler de biais inconscients, alors que ça fait des années que ça existe dans tout plein de milieux. Pensez-vous, quand vous travaillez dans un hôpital au Québec, là, avec la diversité qu'il y a là, qu'il n'y a pas des formations sur la diversité? Ben oui, il y en a. Sur les différentes religions, sur plein de sujets. Ben oui. Et justement, l'équité, diversité, inclusion, le DEI, EDI. Le démon. Oui, quand vous avez mis la hache dedans tantôt, c'était vraiment ça. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi équité, diversité, inclusion? Parce que là, tu viens de mettre le doigt là-dessus, sur justement parce que ça touche entre autres les formations. Mais dans tes mots, qu'est-ce que pour toi, ça représente, ces programmes-là? Ça part d'un principe qu'on appelle l'affirmation positive, affirmative action en anglais, ou qu'on peut dire discrimination positive. En français, on évite un peu de dire le mot discrimination parce que justement, ça donne l'impression qu'on enlève quelque chose à quelqu'un, qu'on va pénaliser des gens, alors que dans les faits, c'est de se dire qu'à compétence égale, on va favoriser une candidature issue de la diversité. Et là, la diversité, c'est large. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que les femmes font partie de la diversité. Donc, les femmes blanches du groupe majoritaire font partie de la diversité. Les minorités ethniques, sexuelles, les personnes vivant avec un handicap, les personnes autochtones, évidemment, et les personnes qui ont toutes aussi des identités complexes, où on va cumuler plusieurs identités. Quand je parle de minorité ethnique, ça peut être des minorités culturelles. Hein? Ça peut être une personne française, une personne italienne avec un accent, portugaise avec un accent, mais qui est blanche. Ça fait partie de la diversité aussi. C'est pas juste des minorités visibles. On parle de culturel, ethnique, etc. Et donc, on se dit, à compétence égale, on va favoriser une candidature issue de la diversité pour corriger un déséquilibre socio-historique, généralement dû à des raisons, toutes sortes de raisons. Par exemple, le fait d'avoir écarté les femmes du marché du travail à une certaine époque, pour qu'on ait une représentation adéquate en fonction du poids démographique de ces gens-là au sein de la société. Souvent, on va opposer ces mesures-là au mérite. On va dire, non, on vit dans une méritocratie. Mais on le sait qu'on vit... En fait, c'est un mythe. C'est pas vrai qu'on vit dans une méritocratie. Dans les faits, il y a beaucoup d'emplois ou d'opportunités qui se donnent à travers le copinage, à travers le népotisme, que ce soit pour la recherche d'un emploi, d'un premier appartement. « Hey, moi, mon voisin, il loue quelque chose en bas. » Mais ça, c'est quelque chose qui est octroyé par un lien de confiance avec une personne. Et des fois, les personnes issues de la diversité, par exemple, les nouveaux arrivants, ils vont pas avoir ce réseau-là qui leur permet de bien s'intégrer dans la société, tout en ayant un bagage, parce qu'on a été les chercher. Ils vont avoir des diplômes universitaires, ils vont avoir de l'expérience, ils vont arriver ici, puis oups, ils se heurtent à quelques obstacles pour faciliter leur intégration. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme société, pour remédier à ça et donner des chances équitables à tout le monde? S'assurer, en fait, l'équité, c'est ça. Il y a le mot égalité puis le mot équité. Équité, c'est de se dire qu'on part pas tous... la ligne de départ n'est pas la même pour tout le monde. Voilà. C'est ça. Donc, c'est de se dire qu'on va corriger, dans le fond, compenser pour les milles qui séparent les uns des
autres. Je sais pas si je l'explique bien, mais en tout cas. Tu l'expliques vraiment très bien. Puis aux États-Unis, il y a tellement d'autres... Il y a des particularités aussi. Là, les femmes, il n'y a pas de congé de maternité. Ça n'existe pas. C'est épouvantable. Justement, certaines universités où il n'y avait pas du tout de diversité qui ont eu ces programmes-là. Justement, je ne veux pas dire discrimination positive, mais c'est la seule chose qui me vient en tête. Mais bref, on comprend pour pouvoir encourager, pour avoir cet aspect d'égalité. Mais là, il y a des poursuites à la Cour suprême parce qu'on veut mettre fin à ces programmes-là. C'est pas juste Donald Trump. Il y a eu des attaques aussi à la Cour suprême. Puis il y a un dossier en ce moment qui est devant la Cour suprême d'une femme qui dit « J'ai perdu mon travail au profit d'hommes gays ». Ou quelque chose comme ça. Alors, elle, c'est une femme blanche, puis elle dit parce que je suis une femme blanche, ben, j'ai été justement injustement, j'ai perdu mon travail, tout ça. Puis elle est devant la Cour suprême pour dire que finalement, ben, c'est toujours je ne suis pas si, mais quand ça me touche. En tout cas, bref. Ben, elle a peut-être été privilégiée à un certain moment de sa carrière parce que ça a été ça. Quand les femmes ont commencé à investir les lieux de travail, ben, il fallait leur créer de la place. T'sais, on dit souvent oh non, la diversité, les quotas, ça va être compliqué. Mais si on n'avait pas fait ça, aujourd'hui, on n'aurait pas cette diversité-là féminine au sein de nos entreprises. On ne serait peut-être pas les trois filles autour de la table à parler. Mais pour de vrai, tu sais. Et on a parlé des mesures super intéressantes par rapport aussi là, au service de garde, à la grossesse, le congé de maternité. Une chance que Pauline Marois elle a créé le réseau des garderies. C'est ce qui a permis aux femmes de rentrer sur le marché du travail. Ça aussi, c'est des mesures accommodantes pour favoriser la diversité parce qu'on s'assure de s'adapter, de donner des options aux femmes. Même chose avec les horaires dans le télétravail, par exemple. On se dit, j'ai une employée féminine qui a un enfant à la maison. Est-ce que je peux pas ajuster les heures de travail dans la semaine pour qu'elle puisse aller chercher son kid à la garderie puis pas payer genre un frais parce qu'elle est en retard, parce qu'elle arrive sur une fesse à chaque jour, tu sais. Oui, puis je veux, parce que là, bon, la situation américaine, quand je dis mettre la hache dans équité, diversité, inclusion, c'est pas juste il n'y a plus de programme dans la fonction publique. C'est terminé, on a dit, il n'y en a plus. Et non seulement c'est terminé, mais c'est illégal. Si des employeurs ont un programme d'équité, diversité, inclusion. Ou par exemple, ils ont un programme qui disent, ben écoutez, nous, on veut vous expliquer, vous travaillez justement avec des personnes trans, des gens de la LGBTQ+, tout ça. Il y avait des formations, des espèces d'ateliers de sensibilisation. Si vous voyez qu'il y a ça sous un autre nom, alors on tente par façon détournée, il y a une ligne de dénonciation pour les gens qui feraient ces formations-là ou qui organiseraient quelque chose. Et après qu'on dénonce, ben, les gens ont des amendes, perdent leur emploi et tout ça. Alors, c'est comme le contraire. En plus, si tu veux en parler, ben, tu es puni aussi, en plus qu'il n'y a plus de programme. Comment, Christine, comment tu réagis à ça? Moi, je pense que c'est pour garder une certaine partie vraiment spécifique de la population, les garder en bas, les garder vraiment un peu plus, encore une fois, là où la ligne de départ n'était pas au même endroit, c'est les garder beaucoup plus en arrière de leur ligne de départ. Moi, encore une fois, je suis très jeune, j'ai 27 ans, je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans que je connais, j'ai de la chance de connaître des personnes trans qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Puis, ils et elles me disent à chaque fois que les opportunités qu'on reçoit, nous, en ce moment, notre génération, c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. J'ai des amis trans qui sont à l'université de médecine en ce moment. J'étais en études de médecine et tout. Des choses que dans les années 80, une femme trans en médecine de Montréal, tout ça, on n'aurait jamais vu ça. Ça aurait posé des problèmes. Mais il y a les reculs aux États-Unis, puis je pense pas qu'on va les avoir ici, parce que quand même, il faut toujours être à nos gardes un peu pour le droit à l'avortement, toujours d'être sous nos gardes. Mais les femmes trans ou les hommes trans dans l'armée, par exemple. Là, c'est non seulement... Tu sais, il y a l'enjeu de dire est-ce qu'on paye ou pas pour la transition et tout ça, mais il y a l'enjeu de gens qui sont déjà là, qui sont déjà qui servent leur pays. Qui sont formés, qui ont fait leur sacrifice et Et pourquoi tu aurais plus le droit de servir dans l'armée américaine, mais tu le faisais hier? Et c'est exactement... J'aimerais mettre le point sur quelque chose que tu as dit. Là, c'est la situation les concerne. Les gens oublient souvent que les statistiques des personnes trans, c'est les personnes trans qui ont transitionné. Il y a peut-être 5 personnes dans la vie de... Par exemple, n'importe quelle personne qui écoute, vous avez peut-être 2 personnes dans votre vie que dans les 10 prochaines années vont transitionner. Ou peut-être penser à transitionner. C'est beaucoup plus... Les gens, encore une fois, pensent que les personnes... Déjà, oui, quand on parle statistiquement parlant, at least, au moins aux États-Unis, c'est environ 1 pour genre. Un chiffre très bas de la population. C'est peut-être 1% ou quelque chose. Si on regarde au Québec ou dans le monde en général, je ne pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il y a une certaine minorité. Oui, on le sait, c'est établi. Mais c'est savoir que cette minorité, c'est comme être... je ne veux pas comparer ça à un handicap, mais avoir un handicap, c'est une des
une situation qui peut arriver à n'importe qui. Du jour au lendemain, on peut entrer dans une nouvelle partie de la société. Tout à fait. Ça, par rapport là, aux questions de la diversité, là, on oublie que la vieillesse, c'est un facteur qui fait en sorte que du jour au lendemain, ben, tu peux devenir toi aussi à mobilité réduite et avoir besoin de mesures d'adaptation dans ton milieu de travail. Mais je veux rebondir là-dessus parce que moi, il y a 2 affaires qui me font peur. D'abord, cette ligne-là de dénonciation, moi, je dis délation carrément, et ça, c'est une première étape vers le fascisme. Là. C'est clairement ça. Donc, c'est super épeurant, en fait, là, de dire qu'il va y avoir des conséquences pour les complices aussi par la bande. Là, c'est pour instaurer un climat de peur, qui d'asseoir son pouvoir. Et aussi, par rapport à la guerre déclarée sur les personnes trans, bien, c'est une question de temps avant qu'ils s'en prennent à des femmes cisgenres qui ne correspondent pas aux normes, aux standards de beauté eurocentrés. On l'a vu pendant l'été avec l'affaire Iman Khelif, par exemple, aux Olympiques, parce qu'elle ne correspond pas au modèle féminin. Et Valérie, je m'excuse, tu y corresponds parfaitement, tu es magnifique, mais merci, superbe. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, c'est rien contre toi, mais tu sais, cet idéal de femme blanche, blonde, aux yeux bleus, mince, en santé, justement, qui sans handicap, dès que tu dévies un peu de ce modèle-là, soudainement, tu deviens louche. On a vu des trucs là, par rapport aux toilettes là, qu'on veut pas qu'elles soient mixtes. On a vu des gens intervenir dans les toilettes pour sortir des femmes qui étaient juste un peu bacaisses dans les faits. Moi, je suis large d'épaule, là, j'enlève ma wig demain. Là. Ça se peut que je me fasse sortir de force d'une toilette aux États-Unis. Là. C'est pas normal. Et personne n'a une étiquette dans le front de est-ce que je suis une personne trans ou pas? Mais j'ai l'impression qu'ils aimeraient ça. Moi, j'ai l'impression que c'est... Tout à fait. Ouais, Donald Trump, il aimerait beaucoup qu'on puisse pouvoir marcher avec des étiquettes. Est-ce que vous avez vu le trend sur TikTok? Justement, c'est des personnes trans aux États-Unis qui sont comme parfait, moi je vais aller dans la salle de bain avec ta femme. Ben c'est ça. C'est un homme trans qui est super, il est même dans le standard de beauté justement qu'on disait. C'est un homme trans très beau tout ça, puis jamais tu le croises dans la rue en disant c'est une personne trans. Il dit parfait, vous voulez plus que j'aille dans la salle de bain des hommes, ben je vais aller avec vos femmes dans la salle de bain. J'adore. C'est vraiment... Mais c'est la même chose avec les femmes trans. Est-ce que tu l'as vu Oui, je l'ai vu aussi. Je trouve ça extraordinaire. Wow. Ben c'est bien. Moi je trouve qu'un truc comme ça, c'est encore une fois, c'est dans les médias, c'est pour sensibiliser, tu utilises un peu l'humour pour la provocation, mais justement avec un sujet sérieux. Puis pour montrer aux gens que les personnes trans, ils ont de l'humour. C'est des gens comme vous, c'est des amis, c'est des comédiens. Ouais, c'est important. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a vraiment fait rire. Je vais aller le voir, là. Moi aussi, là, j'ai comme le faux mot en ce moment. Je suis comme, moi aussi, je vais aller voir. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui suit beaucoup les tendances, fait que tu dois être en ce moment. Mais comment j'ai raté ça? Pour de vrai, tu sais, je suis vexée. Je vais te l'envoyer tantôt, je te le promets. Je ferai pas ça pendant le balado, mais je te jure que je le fais. Je vais t'appeler Valérie. Oui, sinon, là, tu as le droit. Je veux vous faire réagir à autre chose. Et là, je sors mon téléphone parce que j'ai fait à peu près 14 captures d'écran de ce que c'est. Okay. Écoutez, je vous le montre tellement il y en a. Les captures d'écran, c'est la liste des mots qu'on va soit bannir des sites de la fonction publique ou des communiqués de presse et tout ça, ou utiliser avec prudence. Et déjà, là, moi, bannir, utiliser avec prudence. Prudence, ça veut dire quoi? Je veux dire juste quelques. Activisme. C'est pas tous des mots très controversés. Hein? Défenseur, soins affirmatifs, all-inclusive, là, ils traduisent ça avec tout compris, mais on s'entend que c'est pas exactement ça ce que ça veut dire. Solidarité, antiracisme, assigné homme à la naissance, assigné femme à la naissance, tout ce qui est billet. Alors aussi, biaisé en faveur de biologiquement femme, biologiquement homme. Alors, les personnes allaitantes. Après ça, énergie propre, parce qu'il y a aussi, ça touche les changements climatiques, hein, pas juste notre sujet du jour. La science du climat. Alors, j'en cherche d'autres. Équité communautaire, biais de confirmation, différences culturelles, patrimoine culturel, sensibilité culturelle. Alors, DEI, donc EDI, les programmes, on vient de le dire, ça aussi, on peut plus en parler. Handicap, discriminé, discrimination, discriminatoire, divers. Par la suite, communautés diverses. Et là, je suis rendue dans la cinquantaine dans la liste, puis je ne vous ai pas nommé tous les noms. Là. Diversifier, diversification, améliorer la diversité, équité, ethnie, inclusion, exclusion, féminisme. Bon, ben qu'est-ce qui nous reste? Commençons par les mots qui nous restent dans le dictionnaire. Je suis encore en train de le faire. Alors, je pourrais vous dire santé mentale. Santé mentale. Santé mentale est là. Marginalisée.
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Ah, mais ça, c'est la prochaine affaire. Et là, il y a Native American, donc les Premières Nations, non-binaires. Et bon, j'arrête parce qu'on va vraiment être, je pense, un peu trop découragés. Orientation aussi. Ben oui. Je sais pas si la séance d'orientation pour savoir où te rendre dans ton nouvel emploi, est-ce que ça, Inacceptable. on peut l'utiliser controversé. ou il faut trouver un synonyme? Je vais pour ne devoir pas- appeler la ligne de délation, Valérie, puisque tu l'as utilisée. Désolée. Je vous reviens. Désolée. Oui, c'est ça. J'ai vraiment une liste de mots, puis on met au montage, on va ajouter un petit bip. C'est ça, j'ai pas le droit de le dire. C'est bon. Mais bon, je sais même pas comment vous poser cette question-là, mais je vous dis, cette liste-là, les filles, ça vous dit quoi? Moi, ça me dit que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Donald Trump, c'est un homme qui fait son argent, son pain, son beurre sur le manque d'éducation. C'est vraiment ça. Il veut que le public, il veut que la société soit gardée à un niveau d'éducation très bas. Et encore une fois, ce qui fait peur, c'est biologiquement femme, biologiquement homme. C'est que c'est des termes déjà que techniquement, pour certaines personnes trans, c'est controversé. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je sais la façon dont je suis né, je sais c'est quoi une transition pour moi. Mais il y a beaucoup de personnes que, par exemple, des mots biologiquement ou assignés, c'est des désignations qu'ils vont se sentir beaucoup plus confortables à utiliser. Mais là, c'est que si on ne peut plus utiliser biologiquement femme, si on ne peut plus dire assigné homme à la naissance, c'est qu'on les décrit comment les gens. Ouais. On les décrit On comment. efface leur... On On est en train efface leur de réalité. s'invisibiliser. C'est exactement Oui, ça. c'est comme- effacer une identité. Effacer Exactement. l'histoire, c'est tout plein d'affaires, le révisionnisme historique. Moi, ce qui me fâche énormément, c'est le silence. C'est le silence complice des médias, notamment du quatrième pouvoir. Où est-il, le quatrième pouvoir, qui se plaignait de la cancel culture sur les campus universitaires aux États-Unis et ailleurs dans le monde, qui parlait de la censure de la gauche, du dogmatisme de la gauche, de la tyrannie des minorités, tout le langage totalitaire utilisé pour parler d'une poignée d'étudiants avec les cheveux mauves puis un septum percé. Aujourd'hui, il est où ce vocabulaire-là totalitaire pour parler des gens qui ont le réel pouvoir dans la société et qui sont en train de démanteler l'État? Mais aux États-Unis, c'est que les médias sont tellement divisés. Parce que ce que tu dis à MSNBC, on va en parler. Ouais. Mais à Fox News, on va en parler en disant Bravo bravo de l'avoir fait. Et personne ne se cache. Là. Je suis pas en train de dire quelque Non. chose de vraiment controversé. Vous avez juste à faire l'exercice, si vous ne me croyez pas. Allez voir la même nouvelle, comment elle va être couverte à un endroit ou à un autre. Tout à fait. Et on va pas inviter des gens non plus... Ben, oui, ils vont inviter des gens de la communauté, mais dans le sens, ils vont inviter Caitlyn Jenner, qui est pro-Trump. Mais il n'y aura Exactement. pas d'autres variétés. C'est correct d'avoir des gens... tu peux être issu des minorités, tu peux être LGBTQ+, voter pour Trump. C'est propre à chacun. On est dans une démocratie encore Tout aux à États-Unis. Alors, ça va. Chacun a ses raisons. Mais il faut avoir justement différents points de vue. Sinon, c'est là que ça devient dangereux. Et par rapport à... Vous avez parlé tantôt d'effacer les personnes, d'effacer les identités. Il y a eu je ne sais pas si vous avez vu sûrement passer ça, là, mais Hunter Schafer. Ouais. Donc, Oui. l'actrice dans Euphoria, qui a été chercher son passeport. Elle a été chercher son nouveau passeport pour pouvoir voyager. Et tantôt, on entendait Donald Trump dire qu'il y a deux identités, là, les hommes, les mâles et les femelles. là. Oh my God. Et maintenant, c'est ton identité biologique à la naissance. C'est une femme. Oui. Hunter Schafer, une femme trans. Et voici ce qu'elle a dit lorsqu'elle a vu son passeport. Elle l'a reçu et il y avait un M pour male. Trans people are beautiful. We are never going to stop existing. I'm never going to stop being trans. A letter and a passport can't change that, and this administration. Alors, c'est une vidéo qu'elle a mis, entre autres, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc, et elle a beaucoup de visibilité aux États-Unis. Les gens la connaissent très, très bien. Puis elle a dit, justement, vous n'allez pas m'effacer parce qu'il y a un M dans mon passeport. Vous n'allez pas effacer les personnes trans. Et finalement, ben, elle a dit le mot en F à cette administration en parlant de Donald Trump. Puis c'était le message qu'elle a envoyé qui a été partagé par tellement de gens. Et là, c'est très dramatique comme histoire. Et je vais aller même dans le pratico-pratique. On dit que ces gens-là, en parlant des trans aux États-Unis, parce que c'est eux qui sont touchés avec ça, avec les passeports, on va avoir de la difficulté à voyager aussi. Parce que quand on parlait qu'on voit quelqu'un, on ne peut pas savoir si c'est une personne trans ou non. Hunter Schafer, si tu ne sais pas c'est qui, puis il est écrit M dans son Je passeport. serais confus. Est-ce que tu l'acceptes pour... tu ne poses pas de questions à savoir mon si Dieu. la personne travaille... Ben, C'est c'est terrible, ça. c'est terrible Ben oui. ma question, Tout à là, fait. mais je pense qu'elle est C'est- légitime quand même. Absolument, Ouais. absolument. C'est Ouais. exactement ça. Puis ça met les gens en danger, ça rend la vie des gens extrêmement difficile. Encore une fois, je peux utiliser mon expérience à moi personnellement. Je me souviens qu'au début de ma transition, et ça c'est la même chose pour beaucoup de personnes trans, t'as pas magiquement toutes les nouvelles cartes. Il faut faire les demandes, Bien faut sûr. transitionner, il faut avoir l'air de
de ce que tu vas avoir l'air avant de vraiment faire toutes les démarches que tu aimerais faire. Et moi, je me souviens qu'au début, j'allais vraiment un peu partout avec toutes mes cartes d'assurance maladie. Je me disais, mais non, mais c'est la même personne. Non. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le monsieur n'a pas voulu me donner mon paquet de cigarettes. Ah ouais? Il n'a pas voulu. J'ai dû lui dire, je suis trans. Et là, il a fait, ah. Donc là, il m'a donné le paquet, mais déjà, son regard, c'était totalement... Tu comprends? C'était totalement Le différent. A voulait dire C'est quelque ça, chose. exactement. Aïe, aïe, aïe. Au début, c'était, ah, OK, elle essaye de prendre la carte de son frère ou de quelqu'un, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Ah, OK, c'est un gars. Oh non. Ah, OK, je vois. Tiens ton paquet, monsieur. Ça devient dangereux pour C'est toi. exactement. C'est pas les Pratiquement, intentions de la t'aurais personne. aimé mieux ne pas avoir ton paquet que de Exactement. l'avoir en disant, en ayant Ouais. ce regard-là Ouais. qui doit pas être super le fun. C'est pas le fun. C'est encore une fois, tout est fait pour que les personnes trans, j'arrête pas de dire les gens, mais en même temps, c'est la façon que je vois, c'est encore une fois, moi, j'ai vécu une grande partie de ma transition aussi en tant que personne non-binaire. Puis je dis ça et sans aucune arrière-pensée parce que c'est deux choses différentes. Ouais. C'est peut-être sous le même parapluie, mais c'est deux expériences totalement différentes. Souvent, l'expérience des personnes trans, des hommes ou femmes trans, c'est que c'est une question de survie de pouvoir passer. Si tu entres dans n'importe quel établissement, c'est pas n'importe où qu'on va te servir de manière respectable. Si on te court, le mot qu'on utilise, c'est clock. Si on fait, ah, cette personne-là, je vois que c'est une trans ou c'est un trans, clock. Ouais. Donc, si les gens te cloquent, entre guillemets, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Il y en a qui le font sans vouloir sans être méchant, mais c'est comme une vidéo que j'ai vue récemment. La fille disait, faut apprendre à parler aux personnes trans. On voit une personne trans dans la rue, c'est OK si tu vois que c'est une personne trans, tu as remarqué certains détails. C'est OK, ça arrive, il n'y a rien de mal dans tout ça. Être trans, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est pas pour autant qu'il faut applaudir, faut crier, yes, girl. Ah non, pas ça. Ah, wow, quelle lourdeur. Voilà, faut que tout le monde Et autour... je veux t'avoir dans mon cercle d'amis pour avoir une amie trans. Wow, OK. Exactement, c'est Ouais. vraiment ça. Donc, il faut savoir traiter les gens comme des personnes vraiment Avec dignité. avec dignité, comme des personnes lambda. Mais quand on ostracise les gens comme ça avec des marqueurs de passeport, encore une fois, ça revient à l'étiquette. Tu n'es pas une femme, tu n'aimes pas une femme trans. Ce serait une chose si c'était des initiales pour femme trans. Si tu es un homme et tu n'as pas l'air d'un homme, c'est parce que tu n'es pas un vrai homme. Oui. C'est une réflexion à avoir. Te parler, Vanessa, en fait, tu as écrit sur la transvestigation. Oh mon Dieu, t'as vu ça passer, Ben oui, toi? mais je fais mes tu me recherches quand stalks? même. Ah Mais t'es mon ouais. invité, pensez que je vais pas... Je sais pas. J'ai lu ton Je suis comme article. flattée. Oh my God. J'ai lu ton article et tu vas voir que Parce que ton article, c'est quoi le titre? Es-tu un Vanessa? Vanessa Destinée est-elle un homme? Est-elle un homme? Parce que la transvestigation, c'est l'espèce d'obsession, et corrige-moi si je me trompe, de se dire, est-ce que cette personne-là, cette célébrité ou cette personne X est une personne trans? Puis il y a beaucoup de théories du complot. Ouais. Là-dedans, il y avait Ciara. Ciara, moi, au Ça, je secondaire, le c'est savais la pas. grosse Des années. affaire. Je me ra- Moi, j'ai Des je vous années. avoue, pas eu conscience du tout Pour ça. vrai, dans les Michelle années 2000, Obama, oui, par Michelle exemple. Obama avec Ouais. ses bras, on n'arrêtait pas de parler de ses bras, de sa musculature, le fait qu'elle est très grande aussi, elle mesure genre 5 pieds 11, je pense, Michelle Obama. Oui, il l'appelle Elle est- Big Mike, là, comme Big Mike, insulte. exactement. Ils disent qu'elle était un homme aussi avant de rencontrer Barack Obama et que Barack Obama est tombé en amour avec elle alors qu'elle était un homme. Donc, Barack Obama est un homme gay. Donc, évidemment... Non-américain, Non-américain. musulman. Voilà. Tout est fait. On attaque la femme pour affaiblir l'homme Oui. politique, finalement. Brigitte Macron aussi. Là. Il y a Ouais, en ce Candace Owen aux États-Unis. Incroyable. Oh! Elle fait Candace son... Owen, mon Dieu, je Quatre sais Cette ce qu'elle dit. commentatrice. 4 parties sont Oui. Ouais. transvestigation. Des 4 millions parties. de vues sur YouTube, sur une série web qu'elle a développée autour d'une transvestigation sur Brigitte Macron, la première dame française, qu'elle accuse d'être née sous le corps d'un homme, celui de Jean-Michel Trogneux, qui est le Mon nom Dieu, de son OK. frère. Non, il y a du détail, là. OK, moi, je l'ai vu passer, mais je savais pas que c'était aussi... Premièrement, Oui, oui. pourquoi est-ce que tu as besoin de faire enquête là-dessus à la base? Là? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire dans ta vie? C'est parce que, Candace Owen, c'est juste ça qu'elle fait. Là. Je veux dire, il y a de l'argent à faire avec ça. Tu sais, les gens sont convaincus que les élites nous mentent, les politiciens nous mentent. Puis là, avec toute l'affaire Epstein, tu sais, puis là, on a découvert qu'il y a des politiciens ou des personnalités publiques qui avaient séjourné sur l'île ou qui avaient entretenu des liens de proximité avec lui. Là, on se dit, ça y est, le grooming est une vraie affaire à Hollywood. Il y a des élites
pédosataniste. On se rappelle de cette histoire. Pédosataniste, trans. Ouais. Trans. OK. Ouais, ça revient. Tout ça est interrelié. Et pour les personnes qui font de la transvestigation, les personnes trans sont soit des personnes qu'il faut sauver en priant pour elles, des victimes donc, ou encore des complices. C'est justement comme Michelle Obama, Brigitte Macron. Ça, c'est des complices qui veulent continuer là, à maintenir ce système pour annihiler la famille traditionnelle et Bien établir sûr. un nouvel ordre mondial. C'est le plus grand complot. Écoute, ça. je veux dire, j'adore ça, mais comme ça va mal sortir, mais dans le sens que ça me fascine ce que tu me dis. C'est incroyable. Et si tu savais à quel point je reçois de messages sur Big Mike, là, on m'envoie- Colin. parce que dès que je parle de Michelle Obama ou de Barack Obama, il y a des gens qui me disent, mais vas-tu l'avouer, Valérie, que c'est une femme trans? Ah non, voyons, Je- sérieusement? oui, oui, pour vrai. Pour vrai. Oh, wow, mais je reçois OK. pas tant de messages négatifs. Je touche du bois, il y en a Ouais. pas trop autour de nous, mais là-dessus, ça me touche pas moi. Non. Mais ils vont me dire, ben, pourquoi tu le dis pas? Ou si je mets quelque chose de Michelle Obama sur feu Twitter, là, je le fais plus. Je mets plus rien pratiquement. Là, si je mets un verre d'eau, j'ai l'impression que je vais me faire attaquer pour 100%. X, Y, Z raison. Mais les gens m'écrivaient pour dire, mais est-ce que tu vas finalement le dire? Tout à C'est ce fait. genre de discours-là que nous aussi, comme médias, on veut cacher ça. Oui, Euh, qu'on est complice. Comme si même si Michelle Obama, c'est une personne trans, comment est-ce que je pourrais le savoir? Je Mais ça pense serait pas même que. pas Je nos pense, affaires. mais non, mais c'est Ce ça. serait Mais pas premièrement, ouais. je comprends pas si on est. Torche C'est comme si on avait tous un petit guide quand t'es dans les médias que tu vas ouvrir. Bon, Ouais. voici tout le monde qu'on a à protéger. On a et regardé tout ce qu'on dans doit son dire. pantalon. Ouais. Alors, tu sais. Et une personne que j'adore, Lady Gaga. Oui. Oui. Qui, elle est aussi un peu victime de ça parce que les C'est gens vrai, à une pensent certaine qu'elle disent époque, qu'elle ouais. est une personne trans. Et j'ai revu des entrevues pour préparer justement ce qu'on avait aujourd'hui parce qu'elle disait dans les entrevues, mais je ne répondrai pas si je suis une personne trans ou non. Je ne vais pas te le dire si j'étais Ouais. un homme avant ou non parce que qu'est-ce que ça change? Exact. OK, si je suis une personne trans, c'est pas négatif. Et ça, là, je trouve que c'est une alliée de tous les instants de juste dire ça. Ouais. Écoute, Prenons pour acquis qu'elle n'est pas une personne trans, mais qu'elle dise so what? elle était dans la vingtaine, puis elle a eu cette Ouais. maturité-là, genre cette grandeur d'esprit-là, tu sais, de rembarrer la personne, qui était Anderson Cooper, on peut le nommer, entre autres. Un hein. homme gay. Un homme gay, ouais, en plus. journaliste dans un grand média, un média fiable, qui a participé à alimenter cette Ouais. idée-là en posant une question qu'il n'aurait jamais dû poser. Tu sais. Puis c'est ça le problème, malheureusement, c'est quand le spectacle devient un peu politique, tu sais, puis que pour nourrir la bête, on commence à jouer là-dedans. Nous autres aussi, on commence à franchir certaines limites qu'on ne devrait pas franchir, tu sais, justement, parce qu'on veut faire partie de la game, nous autres aussi. On veut être dans le coup, tu sais. Fait qu'il faut faire attention Faut avec faire ça. attention, c'est vrai. Mais ouais, Lady Gaga a une réponse exemplaire, mais le phénomène de la transvestigation, c'est quelque chose qui me trouble au plus haut point parce qu'encore une fois, ça revient à remettre en question la féminité des femmes, celles qui ne se conforment pas à des Ouais. modèles qu'on valorise, qu'on célèbre. Par exemple, Serena Williams aussi, à combien de reprises Ouais. c'est arrivé dans sa carrière parce que c'est une femme forte, une femme puissante. On s'en prend souvent à des femmes de pouvoir, des femmes de tête. Donc, c'est aussi interrelié à ce retour-là des rôles traditionnels dans la société américaine où les femmes sont bonnes pour rester à la maison, puis les grosses affaires vont se discuter entre gars, tu sais. Et c'est aussi, et là, j'en ai même pas parlé parce qu'il y a tellement eu, là, je pense que c'était il y a 2 ans, c'était l'année où il y a le plus de lois anti-LGBTQ+. Par exemple, le Don't Say Gay Bill. Oh Pour my les gens God. qui savent pas c'est quoi, en Floride, Ron DeSantis qui a mis cette loi-là en application. En fait, c'est dans les écoles primaires, on peut plus parler d'identité de genre ou d'homosexualité ou peu importe. Si un enfant se questionne sur son orientation sexuelle, sur son genre, le prof doit le dénoncer, c'est dans la loi, à sa famille. C'est tellement dangereux. Mais il y a des gens qui, leur famille, parce qu'ils disent c'est à la famille de gérer ça et ne pas être indoctriné. Il y a Ouais, comme bon. cette peur aussi, c'est comme si c'était contagieux. Si tu as un prof qui est gay, tu vas automatiquement devenir... Je sais que là, j'ai l'air d'exagérer, Non, mais non, c'est mais c'est ça sincèrement qui la se réalité. passe, c'est vrai. C'est ce qui est Et le poussé. Don't Say Gay Bill, il y a eu ça fait plein de petits aux États-Unis d'avoir ça. Et il y a eu plein de cas d'espèces en Floride, entre autres, où, mettons, un couple de femmes lesbiennes elle avait une photo sur son bureau de son mariage. Ouais. Tu sais, quelque chose pour nous, je me semble que c'est tellement basique. Là, Ben c'est oui. rien de comme, OK, tu as une photo de la personne que t'aimes. Moi, je pourrais mettre une photo avec mon mari. Ben oui. Ça change absolument rien. Et on lui a suggéré fortement d'enlever la photo pour son bien et parce que, justement, il y a des parents et des enfants qui étaient mal à l'aise. Mais voyons. c'est quand tu donnes une légitimité
à quelque chose avec une loi, avec autre. Et je pense que c'est l'effet aussi que ça peut avoir après. C'est de normaliser un discours. Et la semaine passée, pas la semaine passée, mais le dernier épisode que j'ai fait, c'était sur l'extrême droite. Ouais. On parlait justement avec David Morin, qui est un spécialiste, puis il disait, est-ce que Donald Trump, c'est un président d'extrême droite ou pas? On avait ce débat-là. Et je dis toujours, si vous n'avez pas écouté l'épisode, Punch, il dit que oui. Yes! Un allié! Okay. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'on est en train de légitimer le discours. Quand tu dis, telle personne, t'invites une personne, par exemple, de l'extrême droite ou quelqu'un fait un salut nazi, c'est pas grave. C'est en train de dire aux autres personnes, tu peux le faire. Et je pense que tout ce qu'on discute aujourd'hui, c'est que plus on a un discours transphobe, raciste et autres, les gens vont se dire c'est OK de le faire. Et misogyne, quand on va chercher Andrew Tate jusqu'en Roumanie et qu'on déroule le tapis rouge en sol américain pour le recevoir, alors qu'on sait que c'est genre un batteur de femmes, un proxénète, un violeur, toutes les accusations et qu'il endoctrine les jeunes. On parle d'endoctrinement des jeunes. Pourquoi cet endoctrinement-là pose pas problème? Tu sais, ce discours-là, justement, où il entretient des préjugés transphobes, homophobes, misogynes sur l'ensemble de la population. Finalement, les seuls qui sont safe, c'est les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels. Ouais. Avec une femme blanche à la maison qui va faire beaucoup de bébés puis qui ne veut pas trop travailler puis pas parler fort. Peut-être 2-3 femmes blanches, pourquoi pas? Ouais. Là, tu vois, je rentre plus dans son stéréotype parce que moi, je vais y répliquer. Voilà. Mais oui, ça aussi, c'est discours masculiniste. On le voit, la montée au Québec. Ouais, on voit. Puis un truc surtout genre qui me faisait penser... le truc du Don't Say Gay Bill aux États-Unis, ce qui force les parents, en un sens, à avoir les conversations. Il faut aussi savoir que beaucoup de parents, je ne pense pas qu'ils sont nécessairement aptes ou qui ont la connaissance d'avoir ces conversations. Et ça, je peux comprendre, ce n'est pas de leur faute. Quant à tes enfants, il faut savoir aussi qu'il y a une possibilité que ton enfant ait de tous les sens possibles, que ce soit d'orientation, de choix dans la vie, de carrière, d'état d'esprit. C'est... Tu peux modeler ton enfant au plus que tu peux, mais à un certain moment, ton enfant, il va faire ses décisions. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de parents, ce qui m'avait attristé, moi et mes amis, on avait remarqué que dans les dernières années, quand il y avait toute une montée pour tout ce qui était de militantisme, les gens prenaient la rue pour aller manifester pour toutes les causes, très souvent, très régulièrement. Ça m'avait frappé le nombre de gens qui étaient dans la rue ici à Montréal pour manifester contre l'intégration d'idéologie trans et queer, tout ça dans le curriculum d'éducation ici au Québec. Mais j'ai des amis trans qui sont professeurs, une amie trans surtout, puis il n'y avait personne pour les manifestations pour le traitement des enseignants ici au Québec. Il n'y avait personne. Ces mêmes parents n'étaient pas là. Ces mêmes parents emmenaient leurs enfants manifester dans la rue, il y avait les photos. Les gens étaient avec leurs enfants, mais pour supporter ceux qui font l'éducation de leurs enfants, il n'y avait personne. Ah ouais. Et c'est tellement parlant, ce que tu dis. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ces enfants-là, s'ils sont trans, qu'ils sont trans ou qu'ils ne sont pas trans, ils se sont foutus. Si leurs parents, ils sont plus interpellés à manifester contre peut-être que ce professeur-là, il est apte ou pas apte parce qu'il aime une certaine personne ou elle a fait certains choix dans son identité de genre, comparé à laisse-moi aller m'assurer que le professeur de mon enfant soit bien payé de manière à ce que ce professeur-là puisse offrir un service, une éducation, un travail. Il n'y a pas cet engouement. C'est triste. Ça, c'est des parents. Mais je vais prendre un exemple, pas un peu grossier, là, mais on en a parlé beaucoup lorsqu'il y a eu les discours anti-spectacle de drag queen aux États-Unis. Il y a eu des législations aussi. On voulait criminaliser ça en disant que, par exemple, ça peut être dans des établissements comme des danseuses. Là. Alors, je parle de danseuses nues, bien sûr, que c'est la même chose d'avoir des drag queens, de lire aux enfants. Là, vous vous souvenez, il y a eu le débat ici. Je me souviens qu'on en avait parlé. Il en a parlé à Tout le monde en parle, il en a parlé à plein d'émissions ici parce que c'est un discours qui était aux États-Unis, mais c'est là qu'on voit l'importance de mon balado, de parler d'enjeux, de parler d'enjeux américains, mais qui viennent ici parce que les États-Unis nous influencent tellement. Alors, cet enjeu-là des drag queens, c'était au Tennessee, entre autres. C'est venu ici où les gens se sont mis à faire un peu la chasse aux drag queens. Du jour au lendemain, Barbadette est devenue persona non grata, par exemple. Faire des pétitions dans les bibliothèques, dans les écoles. Personne n'a fait ça la veille avant d'entendre cette histoire-là. Il n'y a pas de parents. Il y en a peut-être eu, là, mais je ne disais pas autant. Il n'y avait pas d'enjeu, effectivement, avant que ça explose aux États-Unis puis que ça devienne un psychodrame national là-bas. Tout d'un coup,
ce que moi, je trouve particulièrement ironique, c'est souvent, dans les dernières années, comme personne affichée comme étant woke, de manière très, très assumée, parce que ça me fait rire, la démonisation des personnes woke, alors que ça veut juste dire de se soucier là, du bien des uns et des autres. J'aurais dû ajouter ça à ta présentation tantôt. Grande prêtresse woke, Ah oui, qui est mon nom woke, sur ça. Instagram. Mais oui, tu sais, ce qu'on a vu, c'est qu'on a accusé beaucoup les woke d'importer des enjeux des États-Unis puis d'en faire des crises sociales ici au Québec, par exemple, quand on a commencé à parler du blackface ou quand on a commencé à parler d'appropriation culturelle. Mais dans les faits, là, depuis les dernières années, c'est souvent la droite idéologique conservatrice associée soit à la droite ethno-nationaliste, extrême droite, appelez-la comme vous voulez, c'est eux qui vont chercher des controverses et qui montent en épingle des anecdotes pour en faire des grandes généralisations, Voilà. pardon, et essayer de nous convaincre qu'il faut absolument agir parce qu'on assiste quasiment à la chute de la civilisation occidentale. Tu sais, il y a vraiment un ton super alarmiste, là, comme si on était à la croisée du chemin, la croisée des chemins, pardon, puis que rien n'allait plus au Québec, on était incapable de vivre ensemble. Alors que, je veux dire, les rues ne sont pas à feu et à sang. Là. C'est toujours Ça va le bien. danger des discours extrêmes, autant Ben, à c'est l'extrême ça. gauche qu'à l'extrême droite, parce qu'après ça, on prend ça comme exemple avec une situation qui est plus à l'extrême pour dire, vous voyez, c'est tout ça qui se passe. C'est dur d'avoir un discours au centre, parce qu'on peut pas être d'accord avec certaines choses, à la fait. gauche, la droite, et c'est simple. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être pas d'accord avec ça. Ils ont à le fait. droit, je veux Tout à dire. fait. On est là pour échanger puis pour parler de nos réalités. Mais c'est le... Ben, je rappellerais à ces personnes-là que l'extrême gauche commet pas vraiment d'attentats ou, tu sais, va pas chercher à enlever les droits des individus, va pas chercher à se mettre au travers des libertés des individus. Tu sais, c'est souvent, ça va être des combats idéologiques qui vont être menés pour améliorer le sort de tout le monde. C'est la gauche, elle a tendance à se fractionner. Elle est toujours en train de se chicaner parce qu'elle vise tout le temps un idéal, puis elle a de la misère à se mouvoir, puis à se mobiliser vers un but commun. Il faut tout le temps là, qu'on soit dans une espèce de quête de la pureté. Puis de remise en question de tout tous les jours. Tout le temps, constamment. Mais les premières victimes de la cancel culture, c'est pas les gens à droite, c'est pas la population générale, c'est les gens à gauche. C'est les gens à gauche qui se font manger entre eux, dans leur groupe, dans les réseaux qu'ils fréquentent. C'est les premières personnes à tomber. C'est les personnes les plus vulnérables, actually. Mais on s'en rend pas compte. On a vraiment l'impression que, tu sais, la menace est comme... Elle nous guette, tu sais, puis que bientôt, on va être dans un état totalitaire, alors que pas vraiment. Dans les faits, cette gauche-là qui se manifeste dans les universités, qui fait des manifestations, qui fait des graffitis dans les murs de l'UQAM, elle a pas de pouvoir politique réel. Elle peut essayer de changer des plans de cours, demander à ce qu'on retire telle œuvre, qu'on change le titre, etc., etc. Mais dans les faits, le 8 millions de population au Québec continue sa journée. Là, Puis on est dans une démocratie, il faut débattre. C'est ça, il faut débattre et on peut ne pas être d'accord avec des idées des deux côtés. Exact. Ça, je veux toujours le répéter parce Tout à que fait. c'est pas une seule vision. Puis c'est pour ça qu'on a des élections puis qu'on peut choisir d'élire des gens plus à gauche, plus à droite, plus au centre. C'est le droit à tout et chacun. Je m'en vais un peu ailleurs de notre discussion, mais c'est parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps puis je veux vous faire réagir. Je sais, ça va vite. Hein? Ça va très vite. Quand on a du fun. Ben oui, voilà. Qu'on a de bonnes discussions. Je vais vous faire entendre Donald Trump, pour revenir à Donald Trump, qui était au mois de juillet dernier devant une organisation de journalistes noirs aux États-Unis et qui a parlé, bon, je ne vends pas le punch, je l'ai dit tantôt quand même, là, mais il fait une certaine déclaration. Entre autres, là-dedans, il a dit que Kamala Harris n'était pas une vraie noire. Là, ça, il y a eu aussi, après ça, tout ça, je l'ai entendu dans des rassemblements de Donald Trump aux États-Unis auxquels j'ai assisté. Il y avait des gens qui avaient des T-shirts là-dessus. Ça a vraiment eu un effet aux États-Unis. Et il a dit aussi ceci. That coming from the border are millions and millions of people that happen to be taking black jobs. You had the best. What exactly is a black job, sir? A black job is anybody that has a job. That's what it is. Anybody that has a job. All right. Alors, pourquoi dire black job? Je vais juste traduire, en fait. Ce qu'il dit, c'est que les gens qui arrivent de la frontière, on parle d'immigration. Je vous vois réagir, mais j'ai un deuxième extrait après pour faire réagir. En fait, ce qu'il dit, c'est les gens qui viennent de la frontière, donc les immigrants en situation irrégulière, sont ici pour prendre vos emplois. Donc, il dit comme un peu aux personnes noires, vous devriez tout trier parce qu'ils vont voler les emplois des Noirs. Et par la suite, il y a eu la Convention démocrate et Michelle Obama a eu cette réplique. I want to know who's going to tell them
Who's going to tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? Alors, Michelle Obama dit, si je traduis, est-ce que quelqu'un va lui dire que l'emploi qu'il veut avoir, parce qu'on est en campagne électorale, donc la présidence, c'est peut-être une des black jobs dont il parle, parce que bien sûr, Barack Obama a été président des États-Unis. Alors, c'est comme si lui était dans cette mouvance de voler les emplois aux personnes noires. Bon, je vous ai vu réagir, alors allez-y avec... Moi, je ris parce que Donald Trump, entendre ses entrevues, entendre ses extraits, tout ça, c'est se rappeler que c'est un entertainer. 100%. Il sait comment faire réagir. Oui, et les gens oublient ça. Donald Trump a fait, encore une fois, il a fait fortune avec la société en leur vendant des produits, en leur vendant un idéal, en leur vendant une histoire. Et c'est ce qu'il fait encore dans sa campagne, et c'est ce qu'il fait dans son mandat en ce moment. Puis je pense que les gens, ce qui me fait peur aussi aux États-Unis, mais partout dans le monde, c'est que on peut rencontrer des gens dans la vie de tous les jours qui, à un certain niveau, sont d'accord ou comprennent ou voient là où Donald Trump veut en venir. Et ça, c'est ce qui me fait peur. Parce que je sais que dans cette pièce, là, j'y étais pas, mais je sais que dans cette pièce, il y avait des hommes et des femmes noirs qui étaient d'accord avec ce qu'il disait. 100%. Il y avait des gens qui applaudissaient, il y avait des gens qui criaient. Il y a de plus en plus de gens noirs qui votent pour républicains, pour Donald Trump. C'est... Surtout des hommes noirs, on Oui. peut quand même le spécifier. Oui, surtout les hommes noirs. Mais il y a que quand c'est même des hommes latino-américains aussi, Oui. des femmes Ouais. latino-américaines également. Puis ça rappelle surtout que les gens, Donald Trump, c'est un businessman, c'est un monsieur qui va te vendre une idée, un business, qui va faire affaire avec toi. Puis je pense que beaucoup de ces gens-là, ils sont tombés dans ces grands panneaux de « je vais vous faire rendre, tout le monde va être plus riche ». Oui. C'est la raison. C'est la raison. C'est qui explique sa victoire en grande partie parce que beaucoup j'ai fait des entrevues avec des électeurs qui me disaient oui, je suis pas d'accord. Mais exemple des femmes qui sont pour le droit à l'avortement, mais qui ont quand même voté pour Donald Trump. Parce qu'ils ont dit ça, c'est un combat qui est à part. Je vais voter, c'est des référendums. C'est fait, le renversement. Mais je vote quand même pour Donald Trump parce que, OK, j'aime pas ce qu'il dit. Mais je pense que mes œufs vont me coûter moins cher pour revenir à mon sujet préféré, l'électricité, le loyer, tout ça. Ouais, moi, je suis sceptique parce que les gens vont jamais dire j'ai voté pour lui parce que genre je suis contre l'équité, diversité, inclusion. C'est pas chic de dire ça. Il y a personne qui va dire j'ai voté pour lui parce que je suis raciste, tu sais. Mais ça fait pas longtemps le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Je veux dire, la petite fille là, qui a été admise là, à l'école, Ruby, est encore en vie à genre 70 ans. Quel âge qu'elle a? Je pense qu'elle a, elle est dans, tu sais, ça fait pas longtemps, on a l'impression que c'est des luttes qui sont loin, loin derrière nous puis qu'on est dans une société post-raciale justement parce qu'on a élu Barack Obama. Mais dans les faits, c'est hier, en fait, l'histoire des États-Unis. C'est une histoire tellement, tellement chargée. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux de tension raciale, ce qu'on appelle le ressentiment racial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Blancs pauvres qui savent que leur situation économique ne va pas nécessairement s'améliorer, mais c'est pas grave pourvu que celle de la situation des Noirs derrière moi ne me dépasse pas. C'est une hiérarchie. Je veux pas que la personne noire, elle ait plus de choses. La personne noire pauvre, elle ait plus de choses que moi. Et ce que les mesures de diversité, équité, inclusion, c'est ça que ça donne comme impression. T'sais. Qu'on enlève aux moins fortunés blancs pour donner aux moins fortunés blancs. Puis là, les blancs sont comme, mais non, mais nous, on est comme le peuple fondateur. T'sais. C'est très important dans le mythe fondateur des États-Unis. Et c'est ça, Make America Great Again. Et les gens réalisent peut-être pas aussi que la ségrégation, c'est il n'y a pas si longtemps. Exact. L'esclavage, c'était il n'y a pas si longtemps. Man, il y a comme... C'est quoi, dans les années 60, on pouvait pas boire à la même fontaine d'eau que les personnes blanches. On pouvait pas s'asseoir dans les autobus au même niveau que les personnes blanches. L'anniversaire du Bloody Sunday, c'était, je pense, il y a comme 2 semaines, là, maximum, le poncellement avec John Lewis qui s'est fait battre, qui était un élu que j'aimais beaucoup à la Chambre des représentants, qui est décédé aujourd'hui, qui est avec Martin Luther King et tout ça. Donc, c'est pas il y a si longtemps, puis ces gens-là sont encore là pour parler de ce message-là, puis dire, attendez, là, je sais, est-ce que vous avez peur, vous, d'aller aux États-Unis? Est-ce que vous aimez y aller? Est-ce qu'il y a des coins où, j'ai peur que les comme avions s'écroulent. Tombent en plein vol, surtout en ce moment. Je te dirais... mais tu peux y aller par la voiture, avec la voiture aussi. Mais on est peut-être dans des coins un peu différents. Le sud des États-Unis, je m'abstiendrai. Honnêtement, comme femme noire, je me sens pas nécessairement à l'aise d'y aller. Pas partout, non. Effectivement. Puis je sais qu'en ce moment, il y a un film, il y a quelques
quelques années qui est sorti là, au sujet du Green Book, qui était une espèce de guide à l'intention des personnes afro-américaines qui leur disait dans quelle ville ils pouvaient circuler, notamment à la tombée de la nuit, hein, parce qu'il y avait des villes où les Noirs étaient pas... Il y a un film qui a été fait là-dessus. Avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, deux monsieur très chauds comme la braise. On les adore, on les salue. J'espère qu'ils nous écoutent, bien sûr, évidemment. Mais bref, un film qui avait même gagné l'Oscar du meilleur film, si je ne me trompe pas. Et je sais qu'il y a un équivalent qui est en train de se créer maintenant, aujourd'hui, au moment où on se parle, en réaction au recul des droits des minorités aux États-Unis. Donc, il y a vraiment un sentiment de peur dans un pays où les armes à feu sont omniprésentes et où la brutalité policière s'enligne pour être de moins en moins encadrée, de moins en moins punie. Dans un pays déjà laxiste, je pense que tout le monde est un peu sur ses gardes, tout le monde est inquiet et je fais partie de ces personnes inquiètes à titre de Canadienne. On entend toutes sortes d'histoires maintenant de personnes qui se font arrêter, même si elles ont un green card, même si sur des raisons super arbitraires. Donc, on est dans... Les gens des Premières Nations qu'on confond pour des immigrants en situation régulière. J'en ai parlé dans mon balado sur l'immigration. Ils se vont dire, tu viens de où, toi? D'ici, avant toi. C'est scandaleux. Mais quand je parlais du mythe du peuple fondateur, tu vas complètement effacer l'héritage autochtone, la présence des premiers peuples. Le discours de l'extrême droite, c'est de dire que le peuple fondateur, c'est le peuple blanc européen de descendance européenne. C'est pas eux qui étaient là avant. Toi, comme Christine, comme femme trans racisée, c'est comme si, malheureusement, de ce que je dis, c'est comme si tu cochais des cases de personnes qui sont peut-être plus à cible. 100%. Puis c'est exactement ça. Femme trans racisée, moi, souvent, je rappelle aux gens que déjà, chaque personne trans est différente, exactement, mais moi, encore une fois, je suis une personne racisée, je suis une personne noire. Donc, avant d'être trans, j'ai été noire. C'est ce qu'on voit immédiatement. Exactement. Mes deux parents sont noirs, je ne suis pas métisse. Pour les gens à la maison, je suis très noire, je suis noire. Mais bon. Moi, je ne savais pas que tu étais une femme trans. Là. Je te regarde puis je vois juste une femme noire. Je pensais qu'elle allait dire, je savais pas que tu étais une femme noire. Je vois pas les couleurs, Valérie. Comme Trump, il est colorblind. Exactement, colorblind. Comme ça, je vois pas les oppressions non plus. Hein. C'est le fun de pas voir les couleurs. Bon, excusez, je t'ai interrompu. Alors, tu ne vois pas que c'est une femme trans, quoi. Oui, donc, c'est ça. Donc, oui et non. Comme tu l'as dit, surtout dans le sud des États-Unis, parce que moi, je vais à New York très régulièrement. C'est ça. Puis, on m'a déjà posé la question concernant mes sœurs, par exemple, mes sœurs de la communauté trans aux États-Unis. Les femmes trans américaines, les personnes trans américaines, c'est des gens qui se sont battus pendant très longtemps. C'est des gens qui ont été en marge de la société pendant plus longtemps que le reste du public le comprenne. Ils ont été vraiment dans la rue pendant des périodes de temps qui ont duré bien longtemps après le droit de vote des femmes, bien longtemps après la période de genre des années 60-70. Donc, je me dis oui et non. Oui, j'ai peur, mais à the end of the day, à la fin de la journée, je ne peux pas laisser la peur et les trucs comme ça m'empêcher de vivre. Puis je pense que j'ai le droit de voyager comme tout le monde. Donc, je continue de voyager, même si je me force un peu à travers la peur, parfois. Il le faut. Oui, ben c'est chacun... toi, tu es à l'aise, justement, de pousser aussi pour le faire. Puis sinon, tout le monde va rester à la maison. Il faut en profiter. Mais je suis tellement contente que tu rappelles la résilience des femmes trans racisées, parce que ce sont elles qui ont mené au soulèvement de Stonewall, qui a permis, dans le fond, la reconnaissance des droits, et la reconnaissance et la protection des droits des personnes LGBTQ+, donc incluant les hommes gays, les femmes lesbiennes. Ce sont des femmes trans qui ont commencé ce combat-là en lançant des roches vers les policiers. J'y suis allée en plus à Stonewall. Moi, je recommande. Pour vrai. Mais là, on a enlevé le T, hein? Je pense, oui, dans les sites américains, Fait que c'est juste LGB. Attends. Juste LGB. LGB. Il n'y a plus de T. Bon. Super, hein? Il n'y a plus de cul non plus. Il n'y a plus de cul. Bon, il n'y a plus de fesses. Pardon. J'osais pas rager, mais j'adore. Là, il nous reste, honnêtement, je suis en train même de dépasser le temps. Je vais fermer mon clapet. Non, mais je veux juste vous poser 2 dernières petites questions. Je sais que c'est difficile de vous demander d'être concise parce qu'on veut avoir une discussion. Je voulais juste parler du sondage des Gris Montréal qui est sorti il y a quelques temps. Le constat, selon le communiqué sans équivoque, pour la première fois que le Gris a commencé à recueillir des données il y a 30 ans, on voit un recul
recul des attitudes des jeunes face à la diversité sexuelle. Et ce qu'on s'explique peut-être en disant qu'il y a plus d'exposition, comment dire, dans les médias, on parle beaucoup plus des personnes trans, tout ça, qu'il y a des gens qui voient que ça comme un lobby, qu'on est en train de trop en parler. La mafia rose. Mais c'est quand même la réalité de beaucoup de gens. Est-ce que vous êtes surprises, les filles, d'avoir cette donnée-là, de se dire que c'est les jeunes aussi, par exemple, à l'école, qui disent mon meilleur ami me dit qu'il est gay ou qu'elle est lesbienne, non-binaire, peu importe. Et il y a de moins en moins, on est de moins en moins à l'aise. Moi, je suis très naïve, puis je suis vraiment à l'extérieur de ça. Je ne pensais pas qu'il y avait un recul aussi marqué. Je pense qu'on a laissé tomber les jeunes. On les a laissés tomber notamment durant la pandémie, où on les a... garrochés, laissés à eux-mêmes devant des ordinateurs, devant des écrans à la journée longue à faire l'école à distance, qui a ouvert la porte à toutes sortes d'endoctrinement sur les réseaux sociaux avec ces figures d'influence. Je pense aussi le fait qu'on a arrêté de miser, d'investir sur des émissions jeunesse. Ça fait en sorte que, tu sais, avant, on avait un ramdam. On avait un petit ramdam, on avait un petit chalet, un petit watatatao, puis on discutait des vraies affaires. Tu sais, c'était des... Bon, moi, je suis même Canal Famille. Oui, alors je suis un peu plus vieille. Mais tout ça, mais c'était important. Tu sais, c'est ça qui créait le tissu social. On avait des histoires qui concernaient les jeunes. Des Gracie, par exemple. Tu sais, c'était utile pour ça. C'est des conversations que des fois, les parents sont pas capables d'avoir. T'avais Drake qui était handicapé. Oui, c'était un roulant avant qu'il soit un groomer. Mais il y avait quelque chose de pédagogique. C'était des programmes conçus pour la jeunesse, pour éduquer les gens, les jeunes, pour amener des enjeux de société, des sujets sociaux et les aider à travailler leur esprit critique et leur esprit communautaire. C'est fini. Ça existe presque plus, ça. Il n'y a plus d'émissions originales destinées aux jeunes qui sont fédératrices. Des jeunes qui vont parler de ça le lendemain à la cour d'école, debriefer l'épisode de la veille de Ramdam. Ça se passe plus, là. Fait que ça, je pense que c'est des opportunités de se parler et de se comprendre qu'on a perdu, malheureusement. Christine, toi, par rapport à ce sondage-là, puis en général... Ouais, moi, je suis pas nécessairement surprise, mais simplement parce que, comme on en a parlé un peu, on a touché à ça, l'hyper-exposition. Je pense que je comprends que ça a été fait de la gauche comme de la droite. Des deux côtés, on a voulu mettre les personnes trans et queer, tout ça, à l'avant pour de bonnes raisons, pour sensibiliser les gens. Mais de notre côté aussi, ça a été fait de manière péjorative pour, encore une fois, les mettre sous un mauvais angle et tout. Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est l'hyper-exposition. Ça mène à la transvestigation. Tout le monde a peur aux trans. Il y a des trans partout. Vos enfants vont être trans. Je comprends, les gens ont peur. Ouais. Oui. Puis il faut spécifier aussi qu'on parle beaucoup d'entrisme religieux, puis on essaie de stigmatiser à travers ça les groupes ethniques, alors que le GRI est très, très clair sur ses statistiques en disant que c'est toutes les régions du Québec qui sont concernées. Donc, c'est pas vrai que c'est juste à Côte-des-Neiges, à l'école Bedford. Non, non. Sur la Côte-Nord aussi, en Abitibi. Justement, Côte-Nord, puis Montréal, on le sait. Pas juste la région non plus. Non, c'est pas non plus les colons en région. Non, non, c'est réparti sur le territoire. C'est des conversations. Idéologie. Exactement, c'est ça. Donc, c'est important de le souligner, je pense, parce que c'est facile d'essayer de trouver des boucs émissaires à ce recul-là, alors que c'est une responsabilité partagée. Ouais. Dernière question. Est-ce que vous feriez de la politique, les filles? Parce que là, je vous entends sur tellement d'enjeux. Est-ce que vous en feriez? Oui et non. Je pense que ce que je ferais, c'est faire de la sensibilisation. Ça me dérangerait pas. J'en ai déjà fait d'aller dans les environnements là où les gens sont pas habitués à voir certaines personnes et discuter. Faire des trucs comme ça, mettre certains enjeux, avoir une émission comme un balado, ça 100%. Mais la politique en tant que telle, je sais pas. Moi, je peux pas guider tout le monde. Il faut que les gens se guident eux-mêmes. Et toi, Vanessa? C'est ça, tu me regardes. Jamais. J'ai énormément de respect pour les personnes là, qui dédient leur vie au service public. Je sais que c'est exigeant, je sais que c'est beaucoup de sacrifices, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour les bonnes raisons et qui sont malheureusement éclipsés par les personnes super opportunistes qui pensent juste à eux-mêmes puis à la trace qu'ils vont laisser dans l'histoire. Mais il reste que je trouve que le système actuel ne favorise pas la collaboration. Je trouve qu'on est beaucoup dans la ligne de parti. On est dans un système qui n'est pas proportionnel, mais en même temps, si on était dans un système proportionnel, il y aurait d'autres enjeux. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon. On pourrait laisser rentrer l'extrême droite. Là. C'est ça que ça voudrait dire. Je ne sais plus. Non. Pour l'instant, ben, je pense que c'est un X, une croix pour toute ma vie parce que je ne crois pas au Si un jour tu décides de changer, pour raison X, que le système change, je vais garder ça va être à ton micro que je vais l'annoncer. C'est parfait. Alors, merci à vous deux.
Vanessa Merci. Destinée. Je rappelle que tu es journaliste chroniqueuse dans divers médias. Si on veut t'entendre et te voir, à quel endroit on peut le faire? On peut m'entendre dans les médias à Télé-Québec, m'écouter aussi à l'émission d'Émilie Perrault à Radio-Canada, me lire sur mon Substack, Grimel Ouh, Substack. fais voir le Oui, c'est ça. L'article sur la transvestigation, tout à fait. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez me donner des sous aussi pour m'encourager, ça ferait plaisir. J'ai le droit de me demander ça à la radio. Oui, Christine Marleau, actrice, animatrice radio d'événements. Tu nous rappelles dans quelle série tu as joué et où on peut te voir, t'entendre? Oui, la série, c'est À propos d'Antoine sur TVA, les mercredis à 9h30. Puis, pour ce qui est de me voir et tout ça, vous pouvez toujours me follow sur Instagram, me suivre sur les réseaux. Je te suis sur TikTok. Ouais, aussi, exact. C'est Kristen Marleau, donc CHRISTEN, Marleau, MARLOT. Merci. Parfait. Merci à vous deux. J'espère que vous avez autant apprécié la discussion que moi. J'ai adoré, mais il faut nous rappeler. Là. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent là, pendant qu'on parle. Ça va tellement vite. J'ai pas regardé mon téléphone, mais on a peut-être d'autres. De nouveaux screenshots. On fera peut-être un jour une Non, partie 2. Alors, je vous remercie encore. Merci à tous aussi. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Miss America. Cheers! Bye!